Bonjour, la conférence que vous allez voir a été organisée dans le cadre des Estivales de la question animale. Les Estivales, c'est un lieu de rencontre où s'échangent les savoirs, les expériences et les opinions. Chaque jour sont proposées différentes activités, comme des conférences dont une partie sont diffusées en direct, ainsi que des débats ou des ateliers de lecture. Ces activités sont ouvertes à toute personne qui s'intéresse à la question animale. L'événement est totalement gratuit et financé grâce aux dons. Vous pouvez nous aider à financer la prochaine édition via le lien qui se trouve en description de la vidéo. Dernière chose, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Bon visionnage. Les estivales de la question animale. Bonjour. J'ai reçu le signal de la régie comme quoi on commence. Bienvenue à cette conférence où, comme vous l'aurez compris, on va parler de la notion d'espèce. Alors pour me présenter très rapidement, je m'appelle Lila, je produis du contenu de vulgarisation sur les réseaux sociaux sous le nom de Réfuté, où je parle principalement de lutte sociale et d'esprit critique. Niveau prof, moi je suis formée en architecture et en sociologie, donc les sciences naturelles, c'est pas du tout mon domaine à la base. Mais pour produire cette conférence, je me suis évidemment appuyée sur les travaux de philosophes de la biologie, de biologistes, et dans la seconde partie de sociologues et de psychosociologues. Mais de toute façon, toutes les sources sont à la fin et je peux vous passer mes diapos s'il y a besoin. Juste peut-être, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais je parle trop vite, parce que j'ai tendance à parler très vite, donc voilà, me faire signe ou quoi. Alors l'espèce, c'est un concept qui est souvent mobilisé, notamment quand on parle de spécisme et d'antispécisme. Ah oui, juste pour préciser aussi, pour les questions, je préfère que vous les gardiez pour la fin, mais si jamais je dis des trucs qui ne sont pas clairs, que vous vous sentez paumé ou quoi, n'hésitez surtout pas à m'interrompre au cours de la conférence. Du coup, je disais, l'espèce, c'est un concept qui est souvent mobilisé, notamment quand on parle de spécisme et d'antispécisme. Alors, peut-être pour rappel, mais probablement pas. L'antispécisme, c'est l'opposition au spécisme, qui est souvent décrit comme la discrimination arbitraire et l'oppression basée sur l'espèce. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est, du coup, cette notion d'espèce ? Alors, vous avez sûrement une vague idée, un peu comme tout le monde, mais on va voir que quand on creuse, c'est une notion qui est complexe et beaucoup moins évidente qu'il n'y paraît. Alors, je vais commencer par présenter l'espèce du point de vue naturaliste, c'est-à-dire dans des domaines comme l'écologie, la biologie, la paléontologie. Je vais présenter différentes conceptions de l'espèce qui sont utilisées dans ces domaines et leurs limites respectives. Et puis, dans un deuxième temps, je présenterai l'approche sociologique où j'aborderai la question de la perception des autres animaux avant de conclure notamment sur des enjeux stratégiques. Allons-y. Oups, pardon, c'est le mauvais point. Allons-y pour l'approche, du coup, naturaliste. Alors, je vais commencer par un très rapide rappel sur la théorie de l'évolution, prenez pas peur pour le schéma, pour qu'on soit juste à peu près tous raccords là-dessus. Donc, depuis Darwin au XIXe siècle, on sait que les lignées d'individus changent au fil du temps. Sur les schémas, les points blancs que vous voyez, c'est des individus, et les traits, c'est des relations de parenté. Donc, autrement dit, très simplement, des parents engendrent une descendance. En zoomant, ça nous donne un truc comme ça. Donc, chez les individus, des variations se produisent par hasard, dans tous les sens, au moment de la reproduction, et certaines variations peuvent entraîner de nouveaux caractères. Certains caractères, ils sont avantageux pour la reproduction du porteur, par exemple en attirant plus de partenaires grâce à un plumage plus coloré, en ayant davantage accès à la nourriture grâce à une meilleure coopération, ou en se camouflant mieux dans un milieu particulier. Comme cet individu se reproduit mieux, il aura plus de chances de transmettre ces nouveaux caractères à une plus grande descendance, qui va à son tour avoir plus de bébés, et ainsi de suite. Et à l'inverse, les individus qui sont moins aptes ont moins de chances de se reproduire ou de survivre et de perpétuer leurs gènes. Et c'est comme ça que des caractères avantageux se répandent dans une population jusqu'à devenir la norme. Ce tri, entre guillemets, entre les individus les plus aptes à se reproduire et ceux qui le sont moins, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et c'est ce phénomène, entre autres, qui fait que les populations évoluent dans le temps. Un truc important et peut-être assez peu intuitif à comprendre, c'est que l'évolution, elle n'est pas finaliste. Il n'y a pas un but vers lequel les individus seraient vers lequel les individus seraient guidés. L'évolution, c'est juste une succession de variations hasardeuses qui sont ou non sélectionnées en fonction des avantages à la reproduction qu'elles présentent pour les porteurs. Est-ce que jusque-là, ça va à peu près pour tout le monde ? Ok. Alors, la question maintenant, c'est qu'est-ce que l'espèce vient foutre là-dedans ?
Intuitivement, une espèce, c'est un groupe d'individus qui est distinct d'un autre. Les humains sont clairement différents des chats, donc on fait 2 groupes, et on appelle ça des espèces. Sauf que ça marche si on regarde l'espèce à un instant T, par exemple sur les populations actuelles. Ici, j'ai écrit espèces A, B et C, parce qu'a priori, elles sont suffisamment distinctes pour qu'on les perçoive comme des espèces différentes, comme les chats et les humains actuels. Mais si on remonte dans le temps, donc si on va vers le bas du schéma, on voit bien que ces groupes qu'on appelle espèces, ils sont découpés arbitrairement. Si on remonte aux ancêtres des chats, il y a un moment où on va arrêter d'appeler ça des chats. Et encore plus, si on remonte au moment où ils pouvaient se reproduire avec les ancêtres des humains. En fait, à quel moment est-ce qu'on nomme le groupe espèce féline et espèce humaine, et on ferme le groupe de leurs ancêtres communs, et sur quels critères? Parce qu'en fait, il n'y a pas plus de différence entre 2 individus qui sont séparés par la ligne rouge et 2 individus de générations différentes qui sont dans ce groupe. Donc quelque part, il y a une limite qui est arbitraire. Et avec ça, on peut soutenir que l'espèce, c'est une vue de l'esprit, c'est une convention de langage. C'est juste nous qui avons besoin de nommer les portions de la généalogie du vivant, c'est ça une espèce, pour pas avoir à donner un nom à chaque individu. Cette conception des espèces, c'est ce qu'on appelle le nominalisme. Donc les espèces n'existent que dans nos têtes, c'est des mots, des conventions sociales qu'on pose sur des groupements d'individus pour pouvoir en parler. Elle s'oppose à la position réaliste, qui est plutôt la position historique, qui postule que les espèces existent comme entités naturelles ou réelles, comme son nom l'indique. Mais du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on fait ces groupes? Sur quels critères? En bref, c'est quoi une espèce? Ça, c'est ce qu'on appelle le problème des espèces, et on va voir que c'est des questions qui sont vraiment pas simples. Darwin lui-même pensait que c'était pas possible de réellement définir l'espèce. Il disait, je cite, que ça revenait à essayer de définir l'indéfinissable. Aujourd'hui, il existe 20 à 30 définitions de l'espèce, voire plus, selon comment on compte. Je crois que le max que j'ai trouvé, c'est 35 définitions différentes. Et non seulement il y a plusieurs définitions, mais en plus, chaque définition a ses limites et pose des problèmes d'application spécifiques. C'est ce qu'exprime cette citation de Richards. On a plein de concepts différents, mais aucun ne semble convenir. Et ces concepts découpent le monde de façon incohérente, sans qu'on puisse trancher sur quelle option serait la meilleure. Alors, je ne vais pas présenter chaque définition, déjà parce que je ne les connais pas, et puis parce que ce serait quand même vachement trop long, et surtout si on présente en plus les critiques qu'on peut en faire. Mais pour vous donner une vue d'ensemble, on peut les répartir en 4 catégories. C'est une des classifications qui a été proposée. Et je vais donner 1 ou 2 exemples par catégorie. Alors d'abord, on a la conception essentialiste de l'espèce. Cette idée qui a été largement promue par Linné, elle dit qu'un groupe constitue une espèce parce que tous les individus qui en font partie sont porteurs d'une essence commune qui est différente de celle des autres espèces. En gros, les chiens sont des chiens parce qu'ils portent l'essence de chien qui est différente de celle des chats ou de celle des baleines. Cette conception, c'est une conception qui est réaliste et fixiste, c'est-à-dire qu'elle implique de voir les espèces comme des groupes naturels et immuables qui n'évoluent pas. Donc les différences entre individus dans cette conception sont considérées comme par exemple comme la variation du pelage ou la variation de taille, sont considérées comme des anomalies, des imperfections lors de la matérialisation de l'essence. Cette conception, elle s'est pas mal développée dans un cadre religieux, avec une base créationniste, donc l'idée que toutes les créatures ont été créées par Dieu, et elle est pensée selon une logique de hiérarchie cumulative, c'est ce qu'on appelle le scalisme, où simplement un rang cumule des propriétés supplémentaires par rapport au précédent. Et ça s'accommode vachement très bien d'une hiérarchie morale. Sur l'illustration, on voit par exemple tout en bas les minéraux, puis les plantes, les animaux non humains, les anges et Dieu. Pour organiser tout ça, notre Linné préféré, ça n'a pas marché. Oui, notre Linné préféré, il a inventé un système de classification qu'on appelle donc la systématique linnéenne ou la systématique classique et qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est sûrement celle que vous avez vue à l'école avec règne, embranchement, classe, etc., etc. Cette conception essentialiste, donc, elle a été développée dans l'Antiquité, puis répandue par Linné jusqu'au XIXe siècle. Donc on a vraiment un très très long héritage. Mais elle a été mise à mal par la théorie de l'évolution, quand on a compris en fait que de petits changements graduels s'accumulent et que les populations changent dans le temps. Aujourd'hui, en principe, on ne raisonne plus en termes de hiérarchie. Ça n'a pas de réalité biologique de dire que des espèces sont supérieures ou plus évoluées que d'autres. Toutes les espèces actuelles sont évoluées, d'où la représentation sous forme de buissons avec toutes les espèces autour. Enfin, toutes les espèces actuelles du coup. Donc la conception fixiste et essentialiste de Linné, c'est ciao, mais en théorie seulement, parce qu'on verra qu'on s'en débarrasse dans les faits pas si facilement.
La deuxième catégorie, c'est les conceptions basées sur les similitudes. C'est par exemple la définition morphologique de l'espèce, et en fait c'est simplement la formalisation du raisonnement intuitif qu'on peut avoir. Si deux individus se ressemblent, ils font partie de la même espèce, et si deux individus sont très différents, ils font partie d'espèces différentes. D'ailleurs, comme l'essence, elle n'était pas directement observable, Linné et les autres scientifiques pré-darwiniens, ils se basaient sur une conception morphologique, ou plus exactement sur une conception typologique de l'espèce, c'est-à-dire que l'idée qu'un individu appartient à une espèce s'il ressemble à l'individu type de cette espèce. Donc aujourd'hui, on s'est en théorie débarrassé de l'essentialisme, mais on utilise encore parfois le concept morphologique. Sauf que cette définition, elle fait face à plusieurs problèmes. Alors, premièrement, on a le problème du polymorphisme. Au sein d'un même groupe qu'on peut qualifier d'espèce, il peut exister des formes très différentes. Un cas assez courant, c'est celui du dimorphisme sexuel, donc où les mâles ne ressemblent pas du tout aux femelles. C'est ce qu'on peut observer, par exemple, chez les paradisiers rouges, donc ces oiseaux, ou chez les grands éclectus, qui ont d'ailleurs été classés comme deux espèces différentes quand on les a découverts. Le polymorphisme, ça existe aussi entre les jeunes et les adultes chez certaines espèces, typiquement chez les papillons, ou chez les grenouilles. Dans ce cas-là, en fait, si on appliquait le concept morphologique vraiment à la lettre, on devrait en arriver à la conclusion qu'un individu change d'espèce au cours de sa vie. À l'inverse, il se pose le problème du mimétisme. Donc, il arrive que des individus d'une espèce A ressemblent physiquement aux individus d'une espèce B. Ici, on a par exemple 3 serpents qui sont classés dans 3 espèces différentes et qui pourtant sont presque en fait indistinguables à l'œil nu. On peut aussi parler des complexes d'espèces cryptiques, qui sont des groupes qui sont littéralement indiscernables d'un point de vue morphologique, mais qui pourtant sont classés comme espèces différentes sur la base d'autres définitions. C'est le cas d'un petit insecte que vous voyez là, qui s'appelle l'aleurode du tabac. En fait, pendant longtemps, il a été considéré comme une seule espèce, et aujourd'hui, on considère qu'il existe jusqu'à 48 espèces différentes d'aleurode du tabac. Et finalement, cette conception, elle pose aussi un problème d'ordre philosophique. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit similaire à ou différent d'eux ? Parce qu'en fait, selon les critères qu'on choisit, on peut toujours trouver des ressemblances et des différences entre deux choses. Ok, une troisième catégorie de conception, c'est celles qui sont basées sur les processus évolutifs. Dans la définition morphologique qu'on vient de voir, on se focalise sur les différences, alors qu'ici, on se focalise sur les mécanismes qui expliquent ces différences. L'exemple typique, c'est la définition biologique de l'espèce. C'est la plus répandue et c'est d'ailleurs celle qu'on voit à l'école. Donc dans cette définition, 2 individus appartiennent à la même espèce s'ils peuvent se reproduire entre eux et avoir une descendance fertile. Et 2 espèces différentes sont nommées quand les individus ne peuvent plus se reproduire entre eux, c'est-à-dire quand il y a isolement reproductif. Mais là encore, on fait face à quelques limites. Premièrement, c'est difficilement applicable dans le cas des populations éteintes, puisqu'on ne peut pas tester l'interfécondité. Anecdote, on a trouvé des fossiles en pleine copulation, et c'est comme ça qu'on sait que certaines espèces, du coup, sont interfécondes, enfin, certaines populations, mais c'est, vous vous en doutez, assez rare. Et ça exclut aussi les organismes qui ne se reproduisent pas par reproduction sexuée, ce qui représente en fait l'immense majorité du vivant. Et d'ailleurs, les défenseurs historiques du concept biologique le disent explicitement. Ils considèrent que la notion d'espèce ne s'applique pas aux organismes qui fonctionnent par reproduction asexuée. Alors que dans les faits, les microbiologistes utilisent quand même la notion d'espèce, et du coup, ça demanderait un remaniement assez important. Et même si on s'en tient aux populations sexuées, on a certains cas où il y a des incohérences au sein même de l'application de la définition. C'est le cas typiquement des espèces en anneaux. Alors je précise qu'il y a débat sur l'utilisation du terme d'espèces en anneaux ici, mais on s'en fiche un peu dans le cadre de cette conférence. Donc ici, vous avez 7 populations de goélands qui sont réparties autour du pôle Nord, qui constituent un obstacle. Et la population 1 peut se reproduire avec la 2 avec la 3 avec la 4, etc., etc. Mais la population 7 ne peut pas se reproduire avec la 1. Donc selon la définition biologique, toutes les populations devraient constituer une seule et même espèce, puisqu'il y a interfécondité entre elles, elles peuvent échanger des gènes, mais les populations 1 et 7, qui sont le goéland argenté et le goéland brun que vous voyez ici, devraient être considérées comme des espèces différentes. Il y a un problème. Le concept biologique de l'espèce, il rencontre aussi des problèmes face à l'hybridation. Alors les loups et les coyotes, par exemple, peuvent se reproduire. Et les hybrides, qui sont appelés coy-loups, que vous voyez ici, ils sont aussi fertiles, voire même plus fertiles que les parents. Mais les loups et les coyotes sont quand même considérés comme 2 espèces distinctes parce qu'on considère que les 2 populations maintiennent des différences importantes. Et ça, en fait, ça questionne le concept biologique, parce que je rappelle qu'il prétend expliquer les différences par l'isolement reproductif. Pourtant, là, on a 2 populations qui se reproduisent entre elles, mais qui sont quand même suffisamment différentes
pour qu'on les considère comme des espèces distinctes. Ça montre que le critère de l'isolement reproductif, il n'explique pas toujours à lui seul l'apparition et le maintien des différences. On a aussi le cas des ours polaires et des ours bruns qui donnent des pislis ou des gros lards que vous voyez ici, c'est très drôle comme nom. Et donc voilà. Et ici aussi, les deux groupes peuvent se reproduire et avoir une descendance fertile. Dans certains cas, c'est beaucoup plus rare que pour les coïlous, mais ça existe. Mais malgré tout, elles maintiennent leurs différences et on considère pour ça que c'est deux espèces distinctes, malgré leur interfécondité. Donc ici, ces différences, elles s'expliquent en partie, au moins, par le milieu et le mode de vie des deux populations. Donc les ours polaires dépendent des écosystèmes marins, alors que les ours bruns occupent plutôt des forêts tempérées, d'où les pelages blancs et bruns qui permettent de se camoufler dans chaque milieu. Et cette définition de l'espèce par le milieu occupé, c'est le concept écologique qui dit que deux espèces sont distinctes l'une de l'autre si elles occupent des niches écologiques différentes. Mais là aussi, on a des limites. Déjà, il y a plusieurs définitions d'une niche écologique. Et même en admettant qu'on se mette d'accord sur une définition, on se retrouve à nouveau face au problème de la similarité. Donc, comme tout à l'heure pour le concept morphologique, X peut toujours être différent et similaire à Y en fonction des critères qu'on choisit. Ce concept, il est aussi embêté par les métamorphoses. Par exemple, la chenille qui se transforme en papillon, ils n'occupent pas du tout la même niche écologique, ils ne vivent pas au même endroit, ils ne consomment pas la même chose. Ce qui voudrait dire que selon cette définition, si on la prend très très littéralement, un même individu devrait changer d'espèce au cours de sa vie. Et finalement, il y a le problème de la compétition qui mène à l'extinction. Dans certains cas, par exemple avec ces fourmis, deux populations sont en concurrence pour l'occupation du même milieu et des mêmes ressources. Et à terme, si une population prend le dessus sur l'autre, ça peut mener à l'extinction de cette dernière population. Mais si on suit la définition écologique, on devrait en arriver à la conclusion qu'en fait, c'était une seule et même espèce, puisqu'elles occupaient exactement la même niche écologique. Et finalement, on a les conceptions basées sur l'histoire évolutive. C'est le cas du concept cladistique de l'espèce. Alors c'est un peu plus compliqué, mais l'idée, c'est qu'on peut retracer l'histoire évolutive des lignées. C'est-à-dire qu'on peut remonter mentalement dans le temps pour repérer à quel moment les lignées se sont séparées et différenciées. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de spéciation. Et on peut constituer comme ça un arbre phylogénétique qui est l'espèce de Y que vous voyez là. À partir de là, on définit les espèces comme des sections de cet arbre dans la définition cladistique. Par exemple, là, les groupes B1, B2 et B3, c'est une seule espèce du point de vue cladistique. Sauf que cette définition, elle a déjà des conséquences contre-intuitives. Parce que si une population change fortement, mais de façon graduelle, on devrait admettre que c'est toujours la même espèce. Par exemple, si des écailles apparaissaient progressivement sur toute une espèce de chauve-souris, on devrait admettre que les chauves-souris avec écailles appartiennent à la même espèce que leurs ancêtres sans écailles. Alors je précise quand même que c'est assez invraisemblable qu'un tel phénomène se produise, qu'il y ait un tel changement sans spéciation, mais on devrait accepter ces conséquences, au moins théoriquement. A l'inverse, si une partie d'une espèce se retrouve isolée et évolue jusqu'à constituer une nouvelle espèce, l'espèce initiale sera considérée comme éteinte et on devra nommer deux nouvelles espèces, alors qu'une des deux est très similaire à l'espèce initiale. Par exemple, les membres du groupe A et ceux du groupe B3 pourraient être quasi indiscernables et pourtant ils seraient classés dans deux espèces différentes parce que le groupe C a émergé à partir du groupe A. Ceci dit, ces conséquences, elles nous semblent contre-intuitives parce qu'on a tendance à se baser intuitivement sur la morphologie. Mais on peut simplement refuser le concept morphologique de l'espèce, c'est ce que fait Ridley, du coup, qui est l'inventeur du concept cladistique, et admettre que les changements morphologiques ne définissent pas les espèces. Mais le concept cladistique, il pose un autre problème qui est plus spécifique. Je vous ai dit qu'il faisait appel à la notion de spéciation. Sauf que pour définir la spéciation, il faut d'abord être au clair sur ce qui différencie deux espèces. Et donc on se retrouve dans une forme de problème circulaire où le concept cladistique, il doit s'appuyer sur d'autres concepts pour être défini. Voilà, donc je vous ai mis ici un récapitulatif des 5 conceptions qu'on vient de voir et de leurs limites, mais l'essentiel à retenir, c'est qu'il existe plusieurs définitions, que toutes posent des problèmes, et qu'on n'arrive pas à trancher sur celle qu'il faudrait garder. Est-ce que jusque-là, c'est à peu près OK pour tout le monde ? Ok, parfait. N'hésitez pas si jamais il y a des questions en cours de route. Et ce problème des espèces, c'est pas juste une question anecdotique. Il a des conséquences qui sont très concrètes en sciences. Par exemple, en fonction du concept qu'on utilise, on se retrouve avec des résultats différents sur le nombre d'espèces et donc la taille des populations, les aires de répartition et ainsi de suite. Une publication de 2001 explique par exemple qu'on retrouve, selon les définitions utilisées, de 9 000 à 20 000 espèces d'oiseaux dans le monde. Donc on est plus sur du kit au double, quoi.
Sans compter qu'on peut utiliser un concept à un moment donné, puis un autre plus tard, ce qui redéfinit en fait les taxons d'espèces, même quand les populations ne changent pas, et ce qui crée beaucoup d'instabilité dans la classification. Et évidemment, avoir une telle variation dans le décompte des populations, ça a des répercussions très concrètes dans le cadre notamment des politiques de conservation qui se basent très souvent sur la notion d'espèce. Sauf que vous vous en doutez, après tout ce qu'on a vu, se baser sur l'idée actuelle d'espèce dans le cadre de politiques écologistes, c'est quand même assez douteux, à la fois d'un point de vue scientifique que d'un point de vue philosophique ou éthique, mais je reparlerai des problèmes que ça engendre un petit peu plus tard. Donc en bref, c'est la merde. Et en plus, ça va pas du tout en s'arrangeant, ça fait des décennies que le débat dure, et il y a juste de plus en plus de définitions. Donc la question logique que vous vous posez peut-être, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ces multiples définitions, et comment on pourrait résoudre ce problème qui dure depuis des pôles? Donc actuellement, ce que font les scientifiques, c'est qu'ils classent en faisant appel à différents critères en fonction du contexte. Quand on étudie la génétique et la génomique, on utilise plutôt comme critère d'assignation l'interfécondité, mais pour les fossiles ou la conservation, par exemple, ce ne sera pas le cas. Donc en bref, ça dépend, il n'y a pas de position unanime, même s'il y a certaines tendances. Là, vous voyez que le concept biologique est quand même beaucoup utilisé, mais par exemple en paléontologie, je crois qu'il n'est pas utilisé du tout. Donc bref, vous voyez, ici, pour résumer vite fait, c'est une étude qui a testé 16 concepts différents d'espèces, ils n'y sont même pas tous, et qui a demandé du coup à plein de chercheurs et chercheuses dans différents domaines quelle définition de l'espèce ils utilisaient. Et on voit que, en gros, le truc à retenir, c'est que c'est assez varié et qu'il n'y a pas un consensus absolu du tout. Pardon, je ne sais plus où j'en étais. Oui. Du coup, l'une des propositions, c'est tout simplement d'abandonner le concept d'espèce et de remplacer la classification linéenne qui est mal adaptée à une approche évolutionniste, parce qu'elle s'est développée donc, dans un cadre fixiste et créationniste. Il y a notamment le phylocode qui a été proposé, qui est donc un système de classification sans rang, et certaines chercheuses pensent qu'on devrait se débarrasser de tous les rangs, y compris celui de l'espèce, et parler plutôt là de l'ITU ou de SNARC, alors c'est des propositions, qui pourraient ou non correspondre aux espèces actuelles. Je ne vais pas rentrer dans le détail et ce n'est pas la seule proposition, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a certains scientifiques qui prônent vraiment l'abandon du concept d'espèce. Donc voilà ce qu'en disent les chercheurs et chercheuses en sciences naturelles et en philosophie de la biologie. Mais dans la vie de tous les jours, on ne se préoccupe pas de tout ça. Pourtant, on parle bien d'espèces. Du coup, c'est quoi l'espèce pour le grand public? Ça, c'est la question qu'on va creuser dans cette deuxième partie. Et ça tombe bien parce que j'ai un échantillon devant moi. Donc, je vous propose de jouer à un petit jeu qui est très rapide. Pour chaque slide, je vais vous demander de voter à main levée sur combien d'espèces il y a, selon vous. Soit une, soit deux, soit plus de deux. Alors, première manche, ici, on a 3 groupes qui sont représentés. Et le but, c'est de dire donc combien d'espèces ils constituent. Qui c'est qui vote pour une seule espèce? Donc, tous ces individus appartiennent à une seule et même espèce. Ok, 4, 5, ok. Qui c'est qui vote pour 2 espèces? Ok, alors je vais pas compter, mais un petit peu plus nombreux. Qui c'est qui vote pour 3 espèces, donc toutes différentes? Quoi? Je sais pas, je pense que vous êtes assez nuls pour définir les espèces, effectivement. Mais vous le verrez après. Mais c'est normal, vous inquiétez pas. Du coup, pardon, j'ai pas compté du coup. Qui c'est qui dit pour 3? Ok, j'ai l'impression que c'est un peu majoritaire pour le 2, mais très très légèrement, je dirais. Bon, du coup, il y a une seule espèce. Mais depuis 2005 seulement, pour des raisons d'histoire évolutive. En fait, avant, on considérait que le chien, donc celui qui est tout là-bas, et que le chien et le loup étaient donc 2 espèces différentes. Et actuellement, on considère que voilà, le chien est une sous-espèce du loup. Ok, on a 4 girafes ici qui considèrent que c'est une seule et même espèce. Elles appartiennent toutes à la même espèce. Ok, une grosse dizaine, je dirais, peut-être une vingtaine. Qui dit 2? Ok. Et qui c'est qui dit 3 ou 4? Ok, donc on est clairement majoritaire pour le 1. Désolé, mais vous êtes en retard. En fait, maintenant, il y a 4 espèces. Mais avant 2021, il y en avait une seule. Voilà. Ok, nos petits crabes. Donc là, ce sera soit une, soit 2. Qui c'est qui dit une espèce? Donc ces 2 crabes appartiennent à la même espèce. Ok. Non, je crois que... Enfin,
soit c'est deux de la même espèce, mais en tout cas, c'est pas le même dessin. Mais ouais, du coup, une espèce est très minoritaire. Qui c'est qui dit deux? Ouais, très majoritaire. Ok, bah vous avez raison, mais en fait, c'est même deux genres différents. Voilà. En fait, il y a un truc en biologie qui s'appelle la carcinisation. Se trouve que la forme de crabe, entre guillemets, c'est-à-dire une forme aplatie avec une carapace, elle procure pas mal d'avantages dans pas mal de milieux différents. Et donc, les crustacés ont tendance à converger vers cette forme. Donc, en fait, ce que nous, on appelle crabe, c'est composé de plein d'espèces différentes et même de genres et de familles différents. Ok, et quatrième et dernière manche, donc on a nos petites salamandres. Là, on va juste faire une, deux ou plus de deux. Alors, qui c'est qui dit une seule espèce? Ok, ouais, assez minoritaire. Qui c'est qui dit deux? Ok, personne. Et qui c'est qui dit plus de deux? Ok, c'est majoritaire pour le plus de deux. En fait, c'est compliqué, mais actuellement, c'est une seule. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les espèces en anneaux, en fait, comme pour les goélands. Donc, vous voyez, ici, il y a les aires de répartition. Et en fait, elles peuvent toutes se reproduire indirectement les unes avec les autres, mais il y en a qui ne peuvent pas se reproduire directement. Ok, donc ce qu'on voit ici, c'est que nos intuitions ne sont pas toujours très bonnes, pour dire ça poliment. Et donc, notre taxonomie peut être différente de la taxonomie scientifique, ce qui est assez normal en fait. Déjà, même entre les scientifiques, ce n'est pas toujours consensuel. Et surtout, sans connaissance spécifique, on se base sur ce à quoi on a accès, c'est-à-dire l'apparence physique, qui n'est pas forcément corrélée à l'espèce telle qu'elle est définie en biologie. On peut dire en fait qu'on a une vision typologique de l'espèce. Quand je vous parle d'une girafe, vous imaginez probablement un truc jaune avec des taches marron et un long cou. Et si ça ressemble à cet individu type, vous le mettez dans la même espèce. Et donc surtout, les groupements qu'on fait et qui servent de support au spécisme, ils ne sont pas nécessairement corrélés à l'espèce aux sciences biologiques du terme. Le fait qu'il y ait eu des changements de classification en 2005 pour Canis lupus ou en 2021 pour les girafes, ça a probablement pas changé grand-chose à votre classification intuitive et à votre perception des individus. Et c'est là où c'est pertinent donc, de parler de l'approche sociologique de l'espèce. Alors plus précisément, on regroupe les autres animaux à différents niveaux. Premièrement, au niveau collectif, on distingue les humains et les animaux, ou plutôt l'humain et l'animal. Et cette distinction générale humain-animal, elle sous-tend le suprémacisme humain, c'est-à-dire le spécisme qui favorise les êtres humains au détriment de tous les autres animaux. D'un point de vue naturaliste, cette distinction, elle n'a pas de sens. Les humains sont des animaux. Mais on fait bien une distinction sociale entre humains et animaux. Alors, je ne vais pas m'étendre trop sur ce point-là. Je vous renvoie vers les travaux de Silko et d'Axel Pleyoubror qui ont pas mal théorisé cet aspect. Et deuxièmement, on fait des regroupements plus petits qui peuvent être corrélés avec des groupements biologiques ou pas. Donc là aussi, on a bien des groupes sociaux. Cette catégorisation plus fine, ces catégorisations plus fines, elles soutiennent la hiérarchisation des animaux non humains entre eux, c'est-à-dire le spécisme entre ce qu'on appelle communément des espèces. Alors on manque de données, il y a des difficultés spécifiques pour dire quels sont précisément ces niveaux, mais pour des personnes novices dans des sociétés industrialisées, on peut proposer un découpage en 3 niveaux. Premièrement, des groupements généraux, par exemple les poissons, qui est un groupe qui n'est pas reconnu en phylogénétique, mais qu'on utilise quand même, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, les insectes, etc. Ensuite, un niveau générique, par exemple les chiens, les loups, les girafes, les poules ou les canards, pareil, qui est un terme vernaculaire qui regroupe en fait plusieurs genres. Ça, c'est le niveau de base de ce qu'on appelle la taxonomie naïve. C'est ici en fait qu'on pense être au niveau de l'espèce, ce qu'on pourrait appeler donc l'espèce perçue. Mais comme on a une vision très typologique, dans les faits, il semble que ça corresponde plus au genre dans la taxonomie scientifique qu'à l'espèce vraiment, voire parfois ça correspond à des parties de famille ou d'ordre. Et finalement, un niveau spécifique qui correspond plus ou moins aux espèces ou aux sous-espèces scientifiques, mais pas toujours. C'est là, par exemple, qu'on va faire des différences entre les Saint-Bernard et les Chihuahuas. Comme ces groupements, ils dépendent de la culture, des connaissances, de notre familiarité avec tel ou tel animal, ça peut varier d'un individu à un autre, voire d'un contexte à un autre pour une même personne. Mais c'est pour vous montrer en fait que ce qu'on appelle espèce dans la vie de tous les jours, donc l'espèce perçue, ça peut en fait désigner des groupements qui sont très variés et qui ne correspondent pas nécessairement au niveau de l'espèce biologique. En bref, la frontière entre ces groupements non humains, elle est sur le plan sociologique aussi une construction sociale. Et à ces groupes non humains, on associe des stéréotypes, c'est-à-dire certaines croyances à propos de leurs caractéristiques qui s'appliquent par défaut à tous les individus qu'on classe dans le groupe. Par exemple, on a l'idée que les animaux sont guidés par leur instinct, que les poissons sont stupides ou qu'ils ont une mauvaise mémoire, que les requins sont dangereux ou que les chihuahuas sont plus idiots que les Saint-Bernard. Et j'insiste,
Ces groupements, ils ne correspondent pas nécessairement à l'espèce taxonomique. Par exemple, on va valoriser les colombes parce qu'elles représentent la liberté, la beauté, mais en parallèle, on méprise les pigeons, qui sont considérés comme sales et embêtants, qui font l'objet même de campagnes de chasse, alors que c'est littéralement la même espèce. En fait, les colombes, c'est juste des pigeons colorés, ou les colombes, c'est juste des pigeons blancs, ou les pigeons, c'est juste des colombes colorées. Un autre exemple, c'est le fait de s'opposer à la chasse aux sangliers, mais de manger des cochons, alors que selon la définition qu'on prend, c'est là aussi la même espèce. Ou encore une fois, l'exemple du chien et du loup, qui ne sont pas du tout perçus et traités de la même manière, alors que taxonomiquement, ils sont au même endroit, quoi. Donc en bref, on peut analyser les autres animaux comme des groupes sociaux qui occupent un statut social particulier, c'est-à-dire une place dans la société, et qui se voient attribuer certains stéréotypes. Et on va se pencher un peu sur les stéréotypes, enfin sur les conséquences de ces stéréotypes, justement. Alors on sait que les stéréotypes qu'on a sur les groupes humains ont des répercussions sur les comportements qu'on a à leur égard. Par exemple, dans le cas du racisme, on sait qu'adhérer à des croyances raciales fausses, comme le fait que les Noirs ont la peau plus épaisse que les Blancs, ça amène à sous-estimer la douleur et à moins bien soigner les personnes noires. Et en fait, on retrouve des cas similaires dans les stéréotypes à l'égard des non-humains. C'est-à-dire que notre perception d'autrui influence la façon dont on le traite. Par exemple, pour le grand public et pour les vétérinaires, ils ont tendance à penser que les chiens de différentes races ne sont pas tous aussi sensibles à la douleur, alors qu'on n'a littéralement aucune raison de penser ça, d'un point de vue scientifique, et ça peut les amener à traiter différemment la douleur des individus. Une autre étude a montré que les gens qui sont confrontés à la vidéo d'un berger allemand agressif par rapport à un individu qui est plus sociable, ils vont être moins enclins à adopter ce berger allemand, mais ils vont aussi être moins enclins à adopter tous les autres bergers allemands, alors que ça ne fait pas de différence sur les autres races de chiens. Ça montre bien que les gens ont des stéréotypes. À partir du comportement d'un individu, ils vont généraliser ce comportement à tous les individus qui mettent dans ce groupe, et ça donne lieu à des discriminations. Et comme je le disais tout à l'heure, ici, les groupes sociaux, ils ne se font pas au niveau de l'espèce. Les gens, qu'elles soient taxonomiques ou perçues d'ailleurs, mais à un niveau qui est plus spécifique. Les gens ont bien conscience qu'il y a différentes races de chiens, et ils discriminent sur la base de la race de chien, même si ça n'existe pas en taxonomie. On ne parle pas de race en taxonomie. Donc des chercheurs et chercheuses se sont justement attachés à systématiser l'analyse des stéréotypes et leurs conséquences sur les individus. Alors comme les autres animaux sont des groupes sociaux, on peut appliquer les outils de la psychologie sociale qu'on utilise habituellement pour les humains. C'est le cas d'un modèle qui a été développé dans les années 2000 et qui est appliqué aux autres animaux depuis quelques années, je crois depuis 2016, qui s'appelle le Stereotype Content Model, c'est-à-dire modèle de contenu des stéréotypes ou SCM. Alors je vais essayer d'être rapide, mais en gros, on perçoit les groupes à travers des stéréotypes qui varient sur deux dimensions. La chaleur, c'est-à-dire est-ce que les intentions des individus envers mon groupe sont bonnes ou pas. Ça va être par exemple des stéréotypes comme froid ou au contraire comme loyal, sociable, honnête. Et la compétence, est-ce qu'ils ont les moyens, l'intelligence, la force physique, l'argent, d'atteindre cet objectif. Ça s'appuie plutôt sur des stéréotypes comme stupide, impulsif ou au contraire intelligent. Avec ces deux dimensions, on peut donc établir 4 catégories. Celles des groupes à haute chaleur et haute compétence, qui en Occident sont donc notre propre groupe et nos groupes alliés. Ensuite, les 2 catégories mixtes, c'est-à-dire faible chaleur, haute compétence ou forte chaleur, basse compétence. Donc pour les humains, ça va être par exemple les riches, les experts ou ce qu'on appelle les minorités modèles, comme les personnes asiatiques. Et dans le second cas, les personnes âgées ou handicapées, qui sont considérées comme bien sympas mais pas très méchantes, quoi. Et finalement, on a celle des groupes de basse chaleur et de basse compétence, qui sont les groupes les plus méprisés, notamment les pauvres, les immigrés et les sans-abri. Alors le contenu de ces groupes, il varie selon les cultures et les époques, et j'ai pas trouvé de résultats français sur ces groupes-là, mais ici, c'est des exemples qui semblent être quand même assez communs à travers les cultures. Et les autres animaux, comme je disais, peuvent aussi être classés selon ce modèle. Alors pareil, j'ai pas de données françaises, on a surtout des données américaines, mais on a des résultats qui sont pas très surprenants, et je pense qu'on aurait des trucs assez similaires en France. Alors les chiens, les chats, les singes, les chevaux sont perçus positivement sur les 2 dimensions. À l'inverse, les individus considérés comme nuisibles ou dégoûtants, comme les rats, sont perçus négativement sur les 2 dimensions. Et dans les catégories mixtes, on a d'un côté les animaux considérés comme méchants mais compétents, typiquement les grands prédateurs, donc les lions, les loups, et de l'autre, ceux qui sont perçus comme inoffensifs et inintéressants, typiquement les animaux d'élevage, les vaches, les hamsters, les cochons ou les lapins.
Chaque catégorie de stéréotypes, elle entraîne des émotions et des comportements spécifiques. Donc pour les groupes non humains, le plus privilégié, ça va être surtout de l'affection et des comportements de protection et d'amour. Donc en général, on prend assez soin des chiens, même s'ils restent toujours victimes du spécisme. Et à l'inverse, pour les groupes perçus négativement, ça va être surtout du mépris qui peut donner lieu à des actions d'extermination. On pense par exemple aux rats. Et pour les groupes mixtes, là, c'est plus ambivalent. Alors pour les loups et les lions, ça peut varier entre l'émerveillement et un sentiment de menace, et ça peut donner lieu à la fois à des actions de préservation et en même temps à des actions d'extermination, notamment quand il y a du conflit sur les ressources. On pense à tous les débats autour du loup, où il y a vraiment les gens qui veulent protéger ce grand animal et les autres qui considèrent que c'est un ennemi à abattre, quoi. Et pour les vaches, les lapins, les cochons, les moutons, etc., selon les études, c'est parfois de l'indifférence, parfois un sentiment de supériorité. Et en termes de comportement, pareil, ça peut varier, mais ça peut donner lieu à des comportements assez néfastes, comme par exemple le fait de les laisser mourir sans intervenir, parce qu'on n'en a rien à foutre, quoi. Et il y a bien un lien de cause à effet entre stéréotypes, émotions et comportements. C'est ce que Sevillano et Fisk, deux chercheurs en psychologie sociale, ont montré dans une expérience de 2019. Donc quand on manipule les stéréotypes d'un animal fictif, c'est-à-dire selon qu'on le présente comme intelligent ou stupide ou comme amical ou pas, ça influence les émotions et les comportements des sujets qui peuvent être amenés, en fonction de ça, soit à aider les animaux, à les laisser mourir ou même à les tuer directement. Donc pour résumer, ce qui est important de retenir ici, c'est que premièrement, le découpage humain-animal, il n'est pas suffisant pour analyser la perception des autres animaux. Il est plus pertinent de parler de groupes sociaux au pluriel. Si vous voulez, on peut faire un parallèle avec le racisme. La discrimination entre les groupes blancs et non blancs ou racisés, la distinction, pas la discrimination. Donc la distinction entre ces groupes, elle est pertinente, mais elle n'est pas suffisante. Surtout si on veut avoir une analyse fine du racisme, notamment si on s'intéresse aux stéréotypes et aux préjugés, c'est intéressant en fait de faire des sous-groupes. C'est pas la même chose d'être perçu comme noir ou asiatique en France, même si dans les deux cas on subit du racisme, ça s'appuie pas sur les mêmes stéréotypes. Par exemple, les hommes noirs vont plutôt être vus comme menaçants, comme un danger, alors que les Asiatiques sont vus comme plutôt dociles. Ils constituent ce qu'on appelle donc une minorité modèle. Et si on reste sur l'opposition blanc-non blanc, on ne peut pas analyser ces phénomènes. Pour les autres animaux, on est dans un cas similaire, donc où on est quelque part obligé de faire des sous-groupes pour avoir vraiment une analyse fine du spécisme et comprendre les différentes formes que prend le spécisme. Le deuxième point, c'est que les stéréotypes qu'on transmet à travers la culture, les conversations, les expressions, etc., peuvent avoir un impact concret sur les émotions et donc le traitement des autres animaux. Donc attention aux stéréotypes qu'on répand. Et les stéréotypes au sujet de non-humains, ils ont aussi des répercussions sur les êtres humains. Typiquement, quand vous vous faites traiter de moutons, de pigeons ou de porcs, on s'appuie sur les stéréotypes attribués à ces animaux, c'est-à-dire la stupidité ou la saleté, pour vous dénigrer. Quand vous vous montrez naïf ou sale, dans l'imaginaire collectif, vous vous rapprochez plus des moutons ou des cochons que des humains. Donc en fait, on vous extrait quelque part du groupe social des humains pour vous placer dans celui de certains animaux. Et ce processus, c'est ce qu'on appelle l'animalisation. Et ce processus d'animalisation, il permet aussi de justifier des traitements absolument horribles. Les juifs, typiquement, ont beaucoup été animalisés. On le voit par exemple dans les affiches de propagande nazie qui mettent en avant une supposée menace des juifs en les comparant à des animaux qu'on perçoit comme dangereux ou dégoûtants, comme les araignées ou les serpents. Et le maintien de ces stéréotypes, il peut aussi s'appuyer sur une mauvaise compréhension de la notion d'espèce. Alors, au début, j'avais mentionné le fait que la définition essentialiste de l'espèce, elle est totalement dépassée en sciences naturelles. Mais je vous avais aussi dit qu'on s'en débarrasse pas si facilement. Et en fait, on la retrouve dans la perception commune. Les gens ont souvent une vision essentialiste des espèces qui sont considérées à tort comme des groupes réels qui possèdent des caractéristiques fixes et intrinsèques. Et c'est exactement ce que fait Paul Sugy pour défendre le spécisme. Alors, dans cet extrait, il répond à l'argument des cas marginaux. Pour expliquer vite fait, les spécistes vont souvent faire appel à des caractéristiques qui seraient le propre de l'homme, comme l'intelligence, la raison ou je sais pas quoi, pour justifier le suprémacisme humain. Et on peut opposer à ça l'argument des cas marginaux. Si on prend au sérieux cet argument, est-ce que des êtres humains qui n'auraient pas ces capacités ne devraient pas être privés de droits, exploités et traités comme on traite aujourd'hui les autres animaux ? Ce serait en fait la conséquence logique de cet argument.
Et là, Tsuji nous répond que cette privation, elle est accidentelle dans le cas des humains, qu'il reste membre de l'humanité qui, dans son ensemble, a de telles capacités. Alors évidemment, cet argument, il n'est pas bon, parce que ça ne change rien au fait que l'individu en particulier n'a pas ces capacités qui sont censées justifier son traitement privilégié. Mais surtout, ce que je veux vous montrer, c'est que Tsuji nous fait de l'essentialisme. On en revient à la définition de l'espèce promue par Linné, où il y aurait une essence commune à l'humanité qui ne peut pas être perdue, quoi qu'on fasse, et où les variations individuelles, donc ici le handicap, la privation de certaines capacités, donc les caractéristiques qui ne correspondent pas au type de l'espèce, sont simplement des erreurs, des accidents, et ne remettent pas en cause son appartenance d'espèce. Il a en fait un raisonnement fixiste où certaines caractéristiques sont considérées comme typiques du groupe et sont naturellement possédées par les membres de ce groupe qui sont contraints et définis par leur essence. Donc il y a un intérêt stratégique en fait à déconstruire la notion d'espèce et à informer le grand public sur l'état du débat scientifique à ce sujet. Est-ce que jusque-là on est bon pour tout le monde ? Il me reste un petit point et c'est bientôt fini. Donc pour finir, je vais rapidement parler d'éthique environnementale. Comme je l'ai dit plus haut, les espèces sont très souvent mobilisées dans le cadre de politiques environnementales. Certaines personnes défendent même l'idée que les espèces ont une valeur en elles-mêmes. Donc dans ces citations, on voit que les auteurs se focalisent sur la préservation des espèces et assument même un certain mépris des intérêts des individus, notamment des individus sentients, c'est-à-dire les individus qui peuvent avoir des expériences positives ou négatives. Donc par exemple, on peut lire « Les espèces ont une valeur intrinsèque et sont généralement plus précieuses que les spécimens individuels ». Déjà, le terme « spécimen », il en dit long. Et cette façon de penser, en fait, c'est une forme d'écocentrisme, donc une position d'éthique environnementale qui dit que des entités comme les écosystèmes, les océans, la nature ou les espèces ont une valeur en eux-mêmes, indépendamment du fait que des êtres sentients en bénéficient ou pas. Et ça mène à des situations qui sont absurdes et assez difficiles à justifier moralement. Alors par exemple, pour reprendre notre Peasley ou notre gros lard de tout à l'heure, il se trouve que l'un d'entre eux a été tué par un chasseur canadien. Sauf que Canada, à cette époque, tuer des ours bruns, c'était illégal, mais pas des ours blancs. Donc selon que l'individu tué est considéré comme un ours brun ou un ours polaire par le juge, le type aurait pu se prendre une peine de prison et une amende. Donc autrement dit, pour un même individu, l'espèce dans laquelle il est classé a une influence directe sur la possibilité de le tuer et les sanctions qui sont encourues en cas de meurtre. Autre exemple, aux États-Unis, il y a eu un gros débat sur si les loups de l'Est étaient génétiquement purs ou pas pour décider de les inclure dans le Endangered Species Act, qui est la loi de protection des espèces aux États-Unis. En fait, les populations hybrides, elles sont considérées comme moins précieuses à cause du concept biologique de l'espèce qui considère l'hybridation comme une forme d'accident. Et donc, parce qu'on se focalise sur la pureté génétique de l'espèce, on oublie que derrière, il y a des individus dont on autorise ou pas la mise à mort. Autre exemple, celui des politiques de conservation par les zoos. Donc là, pour préserver l'espèce, on enferme des individus et on les force parfois à se reproduire, même quand c'est contraire à leur intérêt. Probablement que le dernier ours ou le dernier rhinocéros d'une espèce, il se fout que l'espèce disparaisse. C'est un concept qu'il a probablement même pas en tête. En revanche, il a un intérêt à ne pas être enfermé dans une cage. Et inversement, on en arrive à tuer des individus sous prétexte que l'espèce n'est pas en danger, voire qu'ils seraient trop nombreux. Mais il faut bien se rendre compte que ce trop nombreux, il dépend en partie de comment on fait les groupes. On se rappelle la lorote du tabac, dont les individus se répartissent entre 1 à 48 espèces, selon comment on compte. Donc autrement dit, selon la définition de l'espèce qu'on choisit, le nombre d'espèces et la taille des populations varient, ce qui influence les décisions politiques. Et justement, les mesures écologistes, elles sont très souvent focus sur l'espèce. On développe des outils et on prend des décisions à partir des catégories d'espèces, alors que c'est assez critiquable à la fois d'un point de vue scientifique et ça peut avoir des conséquences délétères sur les individus, comme on vient de le voir. Est-ce que ce point rapide sur les politiques écologistes, c'était OK ? N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui ? Je crois que c'était genre 2006, ça date, je crois que c'était 2006. Je ne suis pas 100% sûre, mais de mémoire, c'est ça. Ok, donc on arrive sur la conclusion. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Donc en conclusion, l'espèce, c'est à la fois une notion naturaliste, plus exactement une construction sociale naturalisée, c'est-à-dire considérée comme naturelle, qui peut être certes pratique, mais qui est aussi floue et critiquable, voire considérée comme dépassée par certains chercheurs et chercheuses. Mais c'est aussi et surtout une notion sociologique qui nous permet d'analyser les autres animaux comme n'importe quel autre groupe social,
en s'intéressant à leurs contours, qu'ils sont construits socialement, aux processus sociologiques, aux stéréotypes, aux préjugés, aux comportements à l'égard des individus de ces groupes. Sur le plan stratégique, ça implique plusieurs choses. Donc, premièrement, de souligner le décalage entre l'état de la recherche, qui dit que qui dit que l'espèce est à minima une notion floue, complexe et discutable, voire obsolète, et l'opinion du grand public, qui perçoit l'espèce comme une notion claire, qui délimite des groupes réels, objectifs, naturels. En bref, il faut dénaturaliser la notion d'espèce. Et pour ça, j'ai envie de dire partager ma conférence. Ça tombe vachement bien. Deuxièmement, il faut insister sur la dimension sociale de l'espèce qui est plus pertinente pour analyser nos rapports aux autres animaux. Et je pense qu'on gagnerait justement à redéfinir ce qu'est le spécisme au regard de cette analyse sociologique. Donc comme la conception de l'espèce au sens naturaliste, elle fait débat, qu'on se base généralement pas sur des définitions scientifiques de l'espèce et qu'on discrimine des individus non humains à des niveaux plus spécifiques ou plus généraux que celui de l'espèce perçue, je pense en fait que c'est pas tout à fait juste de dire que le spécisme, c'est une discrimination basée sur l'espèce. On pourrait par exemple parler d'une discrimination arbitraire et d'un système d'oppression basé sur l'appartenance supposée à un groupement considéré comme non humain ou à un groupement spécisé, ou à minima, ça me semble pertinent de parler d'espèce sociale, même si on maintient le terme d'espèce et que ça représente certains risques, mais ça permet de ne pas rester dans une conception qui est très biologisante. Et pour finir, ça nous donne aussi un nouvel argument contre le spécisme. Donc historiquement, le mouvement il s'est construit sur une rhétorique qui consiste à dire que le spécisme n'est pas justifié parce que l'espèce n'est pas un critère de discrimination moralement pertinent, ce qui est vrai. Mais la déconstruction de la notion même d'espèce, elle nous permet de mobiliser une autre rhétorique, qui est de dire que le spécisme n'est pas justifié parce que les espèces ne sont pas réelles. De même, l'antiracisme s'est beaucoup appuyé sur cette logique. Le racisme n'est pas justifié parce que les races n'existent pas. Alors pour préciser, il ne s'agit pas du tout de dire qu'on devrait abandonner le premier argument au profit de l'argument de la non-existence des espèces. Je pense d'ailleurs que le premier argument, il est plus solide parce que même si les espèces, même si les groupes étaient réels, ça remettrait pas, enfin, l'argument serait toujours valable. Mais c'est bien de savoir que ça existe et stratégiquement, on peut éventuellement combiner les deux ou utiliser l'une ou l'autre selon le contexte, typiquement quand on parle des questions d'éthique environnementale. Voilà, on est sur la fin de conférence. Alors je vous ai mis la bibliographie, je vous filerai mes slides si vous voulez. Et j'ai aussi mis donc quelques ressources complémentaires que je vous conseille d'aller voir si le sujet vous intéresse. Alors pour faire rapidement, pour présenter, la première c'est une très bonne vidéo de Guillaume Lecointre, qui est systématicien, donc les gens qui classent les organismes, qui explique comment fonctionne la théorie d'évolution et qui démonte quelques idées reçues sur le sujet. Ensuite, c'est une conférence de Sébastien Moreau, Cervelle d'oiseau, donc où il se penche sur l'idée que certaines espèces seraient plus évoluées que d'autres, ce qui n'a aucun sens du point de vue naturaliste. La suivante, c'est une vidéo en anglais, cette fois en philosophie de la biologie, qui présente le problème des espèces et qui décortique très clairement les arguments. Je me suis beaucoup appuyée sur cette conférence, sur cette vidéo pour faire cette conférence. Et finalement, une autre vidéo en anglais de la philosophe Silko, qui analyse le lien entre spécisme et racisme grâce à une analyse sociologique. En français, on a donc Axel Peyoubrop qui fait aussi un travail d'analyse sociologique, mais en s'appuyant sur la pensée féministe matérialiste qu'elle transpose à nos rapports avec les autres animaux. Donc ça, c'était pour l'élément, la distinction humanité-animalité. Et dans les écrits, il y a le livre de Michler, donc What if anything are species, qui est un botaniste qui résume le débat sur le problème des espèces et qui propose des solutions pour le résoudre, notamment la construction du phylocode. Et finalement, un article sur l'essentialisme de Anne Philippe, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. L'autrice, elle décompose les différentes dimensions de l'essentialisme politique dans le cas, en prenant l'exemple en fait, du féminisme. Voilà. Et c'est vraiment un article que j'ai trouvé très, très constructif. Je voudrais aussi remercier rapidement les personnes qui m'ont aidé sur cette conférence. Je vous invite à suivre leur contenu. Et évidemment, je vous renvoie vers mon propre travail. J'ai mis 2 posts en exemple, mais vous en trouverez plusieurs dizaines sur mes réseaux sociaux. J'ai aussi en bas un petit présentoir avec quelques-uns de mes posts. J'en profite pour dire, vous pouvez mettre des commentaires, j'ai un petit carnet à côté, si vous voulez critiquer mes posts ou ma conférence et que vous voulez le faire de façon anonyme, n'hésitez surtout pas à aller mettre un petit mot. Je vous demanderai juste de reposer les petits carnets parce que j'en ai qu'un exemplaire de chaque et du coup, je les garde. Voilà, donc je pense qu'on est sur la fin. Voilà, ici, c'est mes réseaux. Je vais juste prendre une pause de 2-3 minutes, le temps de vous laisser formuler vos questions et d'aller boire un coup. Et puis, je les prends si vous en avez. Merci.
Merci beaucoup pour cette conférence, Lila. Est-ce qu'il y a des questions? Tout là-bas. Je précise aussi peut-être, je ne sais pas si on peut couper la vidéo un petit peu avant, si jamais il y a des gens qui veulent poser des questions sans être filmés. Je ne sais pas s'il y en a. Bon, s'il n'y en a pas, sinon c'est pas grave. Oui, alors merci beaucoup Léla pour cette conférence. Vraiment, j'ai appris plein de trucs. Alors, il y a juste une question que je me posais, c'est est-ce qu'on a étudié la façon dont les autres animaux identifiaient leur espèce et les autres espèces? Je crois qu'il y a des données là-dessus, mais je n'ai pas du tout creusé la question. Du coup, je ne pourrais pas te dire ce qu'il en est. Mais il me semble qu'il y a des travaux qui parlent un peu de ça. Je pense que c'est assez anecdotique, mais je crois en avoir vu passer un ou deux. Oui, parce que du coup, ça vaudrait le coup de comparer, mais bon, c'est... Voilà. Moi, je pose une question, c'est un peu à tout le monde. Je pense pas que ça puisse être vraiment répandu, mais tu as abordé un petit peu la notion religieuse. Et je me disais que tout le reste de ta conférence se base du coup sur la science, mais qu'est-ce qu'on pourrait répondre du coup, comment on pourrait parler d'espèces à quelqu'un qui pense que ça a été créé par Dieu, tu vois, comment... Là, j'ai l'impression que je pourrais parler à quelqu'un qui se base sur des faits scientifiques, mais pas à quelqu'un qui pense que c'est créé par Dieu, quoi. Très honnêtement, moi j'évite de rentrer dans les questions, de parler de ce genre de choses en fait, avec des gens qui sont créationnistes, si c'est à ça que tu faisais référence. Je pense que c'est un peu, peut-être pas voué à l'échec, mais en tout cas c'est beaucoup d'énergie pour des gens qui sont pas forcément réceptifs. Et si c'est pour parler du spécisme, je me dis que c'est pas forcément essentiel. Je préfère parler de leurs valeurs, genre si c'est des gens qui sont croyants, dire est-ce que... logiquement, si Dieu est bienveillant, s'il est bienveillant, en fait, il ne devrait pas accepter un tel massacre. Et pour être dans la lignée des intentions divines, il faudrait être le plus bienveillant possible. Et ça passe notamment par le fait de ne pas buter des animaux, probablement. Voilà. Du coup, je ne rentre pas dans ces questions-là avec des gens qui sont créationnistes. J'évite. D'accord, merci. Oui, alors moi je me pose la question de quel public est réceptif à l'argument les espèces n'existent pas en gros. Parce qu'il y a je pense qu'il y a beaucoup de gens, des militants viennent leur dire, les antiracistes disent beaucoup la race n'existe pas, est-ce que c'est efficace? Après il y a pour défendre les trans, il n'y a pas de sexe. Beaucoup de gens ont l'impression que les militants vont chercher les petites exceptions pour que c'est des arguments. On utilise la science pour la persuasion. Alors, le truc, c'est qu'on a des données qui montrent que dénaturaliser la notion d'espèce, a priori, ça pourrait diminuer un peu tout l'essentialisme, le fixisme et tout. Et donc, pour moi, c'est plutôt un outil pour rendre les gens peut-être plus réceptifs à d'autres arguments qui sont, par exemple, je sais pas, le fait qu'il n'y a pas d'essence, qu'en fait, on n'est pas si différent, tout ce genre d'arguments qu'on peut présenter. Après, je pense pas que c'est un argument qui se suffise à lui-même, honnêtement. Effectivement, c'est un truc déjà qui est assez complexe, peut-être à expliquer et tout. Mais attends, je me rappelle plus, c'est quoi la question de base? Oui, à qui ça s'adresse? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils vont avoir l'impression, encore un militant qui vient utiliser me sortir des exceptions scientifiques qui confirment la règle pour essayer de dire que tout est construction sociale. Je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça au discours pour la transition. Ouais, je pense que ça, c'est assez efficace sur les gens qui se revendiquent déjà eux-mêmes du milieu scientifique, en fait, qui sont déjà là-dedans. Typiquement, moi, je parle pas de déconstruction des espèces avec des gens qui sont créationnistes parce que je pense que ça sert à rien. Par contre, avec des gens qui ont déjà une certaine connaissance de la théorie de l'évolution, qui s'intéressent à des questions de cet ordre-là, les gros intellos zététiques, très clairement, je pense que ça peut parler à ce genre de public-là. Mais effectivement, je suis assez d'accord que ça ne marchera probablement pas avec tout le monde et que c'est un travail qui est assez long à faire de déconstruire ce genre de notions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'en déduis que tout était extrêmement clair.
Incroyable. Merci. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un compliment sur la façon dont la notion d'espèce, elle peut être instrumentalisée pour légitimer le meurtre de certains individus animaux. Sur la question des loups, justement, qui font partie de la même espèce que les chiens, en France, encore aujourd'hui, c'est un sujet de... Enfin, en fait, il y a des groupements d'éleveurs qui travaillent justement à visibiliser la question de l'hybridation entre des populations lupines et des populations canines, justement pour participer à tout le travail politique pour justement déclasser l'espèce loup, qui est aujourd'hui strictement protégée à l'échelle de l'Europe. Donc quand on tue un loup, c'est interdit, on peut aller en prison et payer une amende très élevée. Et du coup, en insistant justement sur ce processus d'hybridation, c'est ce que tu racontais dans le cas américain. En fait, c'est une manière de dire, mais en fait, c'est un individu biologiquement... en disant que justement c'est des individus qui ne sont pas strictement appartenant à une espèce ou à une autre. Et donc ça fait partie en fait de tout un travail politique de déclassement de l'espèce. Ça, c'est assez intéressant de voir comment ça peut être instrumentalisé. Est-ce que tu veux dire que du coup, ils essayent de ramener le loup en disant « Regardez, c'est un peu des chiens quand même, donc c'est pas si grave si on les tue » ? En fait, ils essayent de prouver que les individus loups qui ont été prélevés, finalement, ne sont pas autant des loups que ce qu'on pourrait penser, parce qu'ils ont justement des gènes canins quand on fait des analyses génétiques. Et donc, ils sont pas considérés comme strictement protégés, si jamais ils ne sont pas vraiment des loups. En fait, ils essayent d'appuyer, de passer vers cette voie-là pour déclasser les loups concrets, mais en fait, strictement, les loups sont toujours un peu des chiens. Je trouve ça hyper intéressant comme exemple. C'est pour rajouter un exemple, c'est encore, pas besoin d'aller aux États-Unis. Ici, en France, c'est une grosse part du travail politique contre la protection stricte des loups. Trop bien, je vais te prendre des ressources, toi. Je voudrais aussi te complimenter. J'ai appris plein de trucs. J'ai pas pu tout choper au vol. Et je vais aller la revoir. Et contrairement à ceux qui visionnent en x2, je vais visionner en x0,7 peut-être. C'est un peu rapide. Okay, mais c'est super. C'est super, bravo. Après, je peux filer mes diapos aussi. N'hésite pas. Aucun problème. Ouais. Non, on va se contacter. Ouais. J'ai même mon script qui est tout écrit. J'ai le petit bonjour au début. Ok, on va venir écrit mot pour mot, avec chaque virgule. On va venir te parler. D'abord, excellente conférence. Et ensuite, j'ai une question qui peut être un peu compliquée. Comment est-ce qu'on peut déconstruire des stéréotypes sur les animaux si ces stéréotypes sont en partie basés sur du vrai ? Par exemple, les rats, il me semble qu'ils sont porteurs de certaines maladies. Est-ce que pour gagner en compétences et en chaleur, il vaudrait mieux peut-être insister sur, des vidéos de rats qui sont des animaux de compagnie pour voir à quel point ils sont mignons et montrer à quel point ils sont intelligents. C'est une proposition que j'ai, mais ça me paraît compliqué à mon avis de déconstruire certains stéréotypes. C'est très marrant que tu poses cette question parce que c'est l'objet de ma thèse que j'ai pas encore commencé. Du coup, je ne peux pas te donner la réponse. Mais j'ai prévu de travailler sur cette question, notamment de comment on modifie les stéréotypes. Après, peut-être juste par rapport à la question de la maladie, il y a des données qui montrent que les gens surestiment quand même beaucoup les maladies qui sont susceptibles de transmettre les rats. En fait, déjà, les gens font pas souvent la différence entre les rats et les souris. Ils savent pas c'est quoi la diff. Il y a une étude de Pauline Delahaye qui s'appelle Rats, Mice and Humans, je crois, un truc comme ça. Je peux te la passer si tu veux. Mais en gros, elle étudie la perception des rats et des souris, la perception du risque, de la menace. Et en gros, les résultats, c'est que les gens sont assez nuls pour différencier les souris et les rats, alors qu'ils ont une image assez positive des souris et assez négative des rats. Et qu'ils surestiment les risques qui sont liés aux rats, qui en fait, c'est surtout à travers les morsures et les excréments et les urines qui sont déposés sur des aliments. Du coup, globalement, si tu n'essayes pas de caresser des rats, a priori, les risques sont assez limités. Et après, je pense qu'il y a aussi la question de repenser une société, parce qu'en fait, il y a clairement du spécisme derrière, dans le sens où on va pas rejeter des humains parce qu'ils sont malades et on va pas vouloir les tuer parce qu'ils sont malades. Donc c'est que quelque part,
l'argument de la maladie, il s'appuie aussi sur un terreau spéciste où on dit ils sont malades et en plus comme c'est des animaux, on peut les dégager parce que quand même on va pas prendre le risque pour eux quoi. Donc je pense qu'il y a à la fois une stratégie de déconstruire des idées reçues. Typiquement pour les requins, je sais qu'il y a eu beaucoup de travail pour dire en fait les requins, ils sont pas, enfin les accidents avec des requins sont assez rares comparés à plein d'autres types d'accidents. Et pareil pour la maladie, pour les rats, en fait les risques sont plus minimes que ce que les gens pensent en général. Donc il y a peut-être un travail là-dessus d'améliorer la connaissance que les gens ont des rats. Et puis un travail vraiment de politique, de dire en fait oui, il peut exister des risques, mais il existe des risques à côtoyer d'autres humains. Et c'est pas un argument pour dégager des humains en fait. Et pourquoi ce serait un argument pour dégager des rats alors que bon bah ils vivent où ils vivent quoi. Et bon voilà. Bravo pour ta conférence, on a effectivement appris une tonne de choses. Pour conforter la remarque de Noé, je me demande, peut-être ça a-t-il été déjà fait aux estivales, si on ne pourrait pas consacrer une conférence, et tu me parais très bien placé pour ça, aux stratégies de déconstruction des stéréotypes, parce que j'ai l'impression que dans notre combat militant, c'est à peu près l'objection majeure, enfin, l'argument majeur que nous avons à combattre, la déconstruction des stéréotypes. Et comme le langage, les stéréotypes, d'ailleurs, ils sont corrélés, ils sont meurtriers en général. Oui. J'aimerais bien faire une thèse. Et c'est un travail c'est une très bonne idée. Je prends note et je verrai si... j'ai plein de projets en cours, mais je verrai si jamais j'ai plus rien à faire. Ou si je priorise ça, en tout cas. Mais très très bonne idée de faire ça. Voilà. Je promets pas, mais pourquoi pas. La notion d'espèce, elle est aussi fondamentale pour le spécisme parce qu'elle permet de désindividualiser les individus, de les considérer comme des spécimens interchangeables d'une catégorie qui est liée à une essence. C'est l'essence qui importe et les spécimens, les incarnations spécifiques de l'essence, ne valent qu'en tant qu'incarnation de l'essence, en fait. Mais comme pour le racisme, en fait, le premier acte du racisme, c'est le fait de ne plus considérer les individus comme étant des êtres singuliers, mais comme étant des incarnations indifférenciées de l'essence du noir, de l'arabe, du juif, etc. Et dans la déconstruction de la notion d'espèce, je pense qu'il y a un truc super important, et que je pense que tu l'as mentionné, mais je pense que tu es un peu passé dessus, c'est le fait de considérer les animaux comme des individus singuliers. Et que l'espèce, d'une certaine façon, c'est une fiction. Il existe des populations d'individus qui sont, par exemple, interféconds. Mais fondamentalement, ce sont les individus qui existent et pas les espèces. Ça, c'est un point qui est pas mal mis en avant dans un article de David Olivier qui est vieux, qui date de 92, je crois, qui s'appelle « Les espèces n'existent pas ». Et je pense que c'est vraiment un truc important aussi lié à la critique de la notion d'espèce. C'est rétablir les animaux dans leur singularité en tant qu'individus, une singularité première, celle qui nous est reconnue à nous, plus ou moins, mais en tout cas bien plus, en tant qu'humains. C'est-à-dire qu'appartenir à l'humanité, avoir l'essence humaine dans la vision commune, ça signifie être un individu avec une subjectivité propre, une singularité, une unicité, et ça, c'est notre appartenance d'espèce qui nous procure toutes ces qualités individualisantes, alors pour les animaux, l'appartenance d'espèce, au contraire, les fait disparaître. Et je pense que la critique de la notion d'espèce pour les animaux, elle est importante pour ça. Ça me fait penser dans l'article de Philippe que j'ai cité dans les ressources. Il y a 4 dimensions de la notion d'espèce, la notion d'essentialisme qu'elle traite. Et il y en a une notamment, c'est qu'elle appelle l'essentialisme stratégique. C'est en fait le fait de se revendiquer en tant que groupe pour obtenir des avancées politiques. Et donc le fait de dire, je sais pas, par exemple, dans les manifs féministes, les femmes veulent, machin. Et que du coup, on homogénéise ça. Et en fait, elle parle justement des risques qui vont avec ce truc de dire, d'avoir une entité de les femmes, les gays, ce que vous voulez. Quel risque ça entraîne, et ça fait un peu écho à ce que tu disais, j'ai l'impression. Enfin, moi, en tout cas, ça me rappelle ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
Qu'est-ce qui t'a motivé initialement à aborder ce sujet ? Je sais pas. Juste, Enfin, moi, j'aime bien la biologie. J'ai failli faire des études de bio, finalement non. Mais c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et j'avais lu quelques articles sur l'espèce. J'avais lu des articles de critique de la notion naturaliste de l'espèce, des articles ou des travaux, en tout cas, sur la définition sociologique de l'espèce. Et je trouvais qu'il manquait le lien entre les deux, quelque part, de comment vraiment les gens constituent les groupes, c'est quoi le lien entre les deux? Et je me suis dit que ça vaudrait le coup de faire une conférence là-dessus. Et voilà, du coup, j'ai fait ça la dernière année. Eh bien, merci Lila pour cette présentation.